Eh bien, bonjour à tous pour notre ce nouveau webinaire placé sous le signe du mois des plateformes 360 et notamment principalement celui de l'espace carrière. On avait abordé les forums virtuels et le mentoring récemment, Baptiste, et aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur donc la question réseau alumni, comment devenir un acteur central dans la carrière de vos membres. Pour cela, on est accompagné de Sébastien Gay de l'EHL, l'École hôtelière de Lausanne. On va faire un petit tour de table de présentation, Sébastien. Bonjour à tous, donc Sébastien, moi je suis français. On a l'habitude à l'École hôtelière de se présenter par sa nationalité, vu qu'on a beaucoup de nationalités dans cette école. J'ai fait Dauphine avant de venir en Suisse, donc je suis rentré en Suisse en 2011, fini l'école en 2015, et puis j'avais la chance en fait de faire partie d'un comité à l'École hôtelière qui serait l'équivalent d'un BDE en France, où je m'occupais déjà en fait des relations entre les étudiants et les alumni de l'école hôtelière, et c'est assez naturellement que j'ai trouvé un emploi au sein du réseau des anciens dès ma sortie. Voilà. Et donc, Baptiste, Oui. qui sera ton interlocuteur principal aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, moi, je suis directeur du développement chez Alumforce. Et donc, c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais pouvoir échanger avec Sébastien et également Julien sur la thématique qui nous tient à cœur, qui reste toujours l'insertion professionnelle, l'accompagnement de la carrière. Et aujourd'hui, ce qui va être très intéressant, c'est de voir justement comment l'EHL, qui se présentera un peu plus, en tout cas l'école sera présentée un peu plus poussée, mais comment l'école positionne ou s'est positionnée pour vraiment les accompagner tout au long de leur vie presque. Je n'irai pas jusqu'à la retraite, mais on n'est pas très loin. Et surtout, comment c'est fait aussi dans le monde, parce que, comme tu le disais Sébastien, population très internationale, donc difficile de suivre où sont partis les alumni. Donc, c'était un sujet qui nous tenait à cœur. C'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire. Justement, par rapport à l'EHL, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'EHL, la manière dont c'est structuré, comment vous avez aussi mis en place ce fameux réseau d'alumni en liaison avec l'école. Donc voilà, je te laisse la parole. Alors, l'EHL a été créé en 1893. C'était vraiment une école hôtelière à la base. De là, le réseau des anciens, lui, a été lancé en 1926 par un petit groupe d'anciens au tout début. Ça va donc faire 95 ans maintenant que ce réseau existe. Et puis, maintenant, on est plus ou moins à 25 000 membres. On en atteint plus ou moins 15 000. L'école hôtelière, c'est 3 campus. C'est un campus à Lausanne, qui est le campus originel. On a un campus à Passoug, c'est les Grisons. C'est une partie de la Suisse qui est à l'opposé vraiment de la Suisse romande. Et enfin, à Passoug, un campus qui vient d'ouvrir à Singapour et qui aura ses premiers étudiants en septembre. Donc, voilà. Et puis, l'école hôtelière a décidé en 2006 d'intégrer l'association en fait, des alumni. Et donc, depuis 2006, on a un département complètement intégré à l'école. Et puis, il faut s'imaginer que si on parle du réseau de l'école hôtelière de Lausanne, c'est environ 150 pays qui sont représentés, plus de 120 nationalités. Et puis, on a des relais un peu partout dans le monde dans ce qu'on appelle les Stamm. Les Stamm, ce seraient des clubs ou les chapters qu'on va trouver dans d'autres terminologies. Donc, quand je parlerai de Stamm, ce sont nos clubs locaux qu'on va retrouver vraiment partout dans le monde. Ok, merci pour cette présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas Alumforce, très rapidement, donc nous, on est une solution 360 pour favoriser et aider à l'insertion professionnelle, justement, des étudiants, mais également des alumni. Solution web et mobile avec différents services qu'on propose, tout ce qui est forum entreprise virtuel, tout ce qui est mentoring, tout ce qui est bien sûr plateforme purement communautaire, et également tout ce qui est dématérialisation des conventions de stage pour la gestion des stages de manière entièrement informatique. La question qui se pose, c'est le début de carrière, c'est à partir de quand parce que c'est vrai qu'on parle de devenir un acteur central dans la carrière des membres, mais à partir de quand on estime que c'est le début de la carrière d'un utilisateur. Donc, on se pose la question côté Alumforce, et justement, après, je te poserai un peu la même question, Sébastien. Mais c'est vrai que quand on parle de carrière, nous, on estime que le début de carrière, ça commence dès le début en fait, des études. Donc, dès le début des études d'un étudiant, avec ses premiers pas dans le monde professionnel, avec ses premiers stages, mais également, pourquoi pas, ses alternances d'apprentissage, ou encore autres expériences professionnelles, même des jobs d'été, on pourrait presque dire que c'est le début de sa carrière. Et c'est vrai que nous, on a vu en fait une énorme évolution. Tu parlais justement de la fusion, si je puis dire, en tout cas du fait qu'il y ait un département qui soit créé au sein de l'école. Nous, on a vraiment vu ça au cours des 10 dernières années.
une vraie évolution où historiquement il y avait l'association d'un côté qui accompagnait uniquement les alumni. Les étudiants, ce n'était pas dans leur giron, et l'école qui accompagnait de l'autre côté l'insertion professionnelle des étudiants via le fait de pouvoir des stages, de les accompagner dans la liaison avec les alumni, mais on se cantonnait, entre guillemets, chacun à vraiment sa position étudiant-école et alumni, je dirais purement alumni, enfin association d'alumni purement diplômés. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte sur les 10 dernières années qu'il maintenant, il y a de plus en plus, je ne vais pas dire de disparition des associations, parce que les associations resteront là dans tous les cas, mais plus se positionnent comme vraiment des animateurs et non comme des pilotes, ce sont des vrais animateurs. Et on se retrouve il se trouve que dans les 250 établissements qu'on accompagne, en fait, on voit tout de suite que dès l'entrée, maintenant, les étudiants sont tout de suite embarqués dans le réseau des alumni. C'est pour ça que je dirais que le nom réseau alumni est un peu en train de changer. On entend communauté, on entend réseau, network, pour éviter ce clivage entre étudiants et alumni. Et on voit même, là c'est le cas notamment à l'école hôtelière de Lausanne, on voit même justement des départements qui sont créés directement au sein des écoles. Il y a par exemple l'EDEC Alumni, qui est un département intégré au sein de l'école. Il y a aussi Grenoble École de Management, qui a créé un département alumni au sein de l'école. Donc c'est vrai que c'est une vraie dynamique et un vrai changement qu'on a vu s'opérer durant les 10 dernières années. Toi, de ton côté, justement, Sébastien, côté EHL, est-ce que les étudiants sont intégrés dès la première année dans ce réseau ou il y a encore un clivage? Je dirais même que c'est presque dès la première semaine, en fait. On a la chance de les recevoir sur campus, de pouvoir leur expliquer un petit peu ce qu'est le réseau. On leur explique aussi que le réseau, ils le créent aujourd'hui avec la personne qui est à côté d'eux. Au final, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure de leurs études. Notre programme, on va dire notre programme principal, qui est un programme de bachelor, se fait sur 4 ans. On a une première année de pratique qui se termine par un stage de 6 mois. On aura un deuxième stage au milieu aussi des études, ce qui fait qu'on est extrêmement intégré en fait à ce niveau-là. Et effectivement, on n'est pas seulement un département alumni, on est alumni et relations industrie, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour aller chercher des opportunités d'emploi, que ce soit pour les gradués ou pour les étudiants, des premiers emplois et évidemment un bon nombre de stages. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a relié ensemble, on n'est plus deux choses séparées, c'est vraiment un département qui fait tout à fait sens, en tout cas pour nous. Et donc, justement, l'association, elle reste encore bien sûr existante, elle est à côté. C'est quoi son rôle, justement, par rapport à ce département? Alors, on n'a plus d'association en elle-même, on va dire, on aura plutôt les STAM, donc, qui sont donc des associations de bénévoles qui sont autour du monde. Nous, on est là en fait pour chapeauter l'ensemble de ces associations, en quelque sorte, pour leur donner une direction, pour donner un soutien, évidemment, et puis pour donner une impulsion et une direction dans laquelle on veut aller. Notre but aussi, c'est grâce à tous ces clubs qui existent partout dans le monde, tous nos STAM, c'est de pouvoir aussi intégrer les étudiants dès leur stage. C'est-à-dire que quand un étudiant va partir en stage à Londres, à Hong Kong ou à Paris, il va être invité à faire partie du réseau ça va faire que parfois seulement 6 mois qu'il est à l'école. Et au final, on les intègre déjà à ce niveau-là pour qu'ils commencent à comprendre ce que c'est, qu'ils puissent faire des liens, tisser des liens. Et parfois aussi faire avancer l'entreprise dans laquelle ils sont, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut faire pas mal de business, mine de rien. Super intéressant. Donc, tu es en train de dire que les étudiants, dès même, je dirais, la première semaine, peuvent accéder et peuvent être acceptés dans des STAM s'ils veulent partir à l'étranger? Exactement. Donc, on va dire qu'au niveau de la communication, ça reste encore assez limité. On ne va pas non plus leur donner accès à l'entièreté de la base de données parce qu'on sait très bien qu'il y aura un petit peu d'abus, c'est tout à fait normal. Ça va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont les STAM qui vont vers les étudiants. Nous, on donne les listes d'étudiants aux STAM qui vont, eux, vers les étudiants pour les inviter dans leurs événements et leur permettre de participer à la vie du réseau. Ok. Et tu parles de justement participer à la vie du réseau. Est-ce qu'il y a un axe qui est plus poussé sur la partie carrière ou c'est au sens large avec le côté, je dirais, plus social ou accompagnement? Ou alors vraiment, ok, venez dans mon STAM, moi je suis prêt à vous accepter en tant que stagiaire ou en tant que premier job. Qu'est-ce que tu peux voir en tant qu'observation au niveau des STAM? Alors, je parlais plutôt de réseau. On va dire c'est le 90% de la raison d'être. Les étudiants doivent trouver leur stage avant. On leur donne du soutien plutôt, on va dire, dans les régions un petit peu plus éloignées. On va dire qu'il y a des grandes régions, comme dont je parlais, Londres, Paris, Hong Kong. Il faut s'imaginer que pour nous, c'est plus ou moins 60 étudiants qui partent tous les 6 mois là-bas. Ouais. Par contre, effectivement, quand quelqu'un va partir en Colombie, en Argentine, il y a un petit peu moins de monde. Et c'est là, en fait, que le réseau aide aussi à trouver un stage ou un premier emploi. OK. Donc, il y a vraiment une démarche de STAM qui, lui, va être proactif via ses ambassadeurs et via ses bénévoles qui, eux, vont aller démarcher un peu les étudiants pour leur dire « viens chez moi ». C'est un peu ça, presque.
Ça aide un peu, oui, effectivement. On va dire que c'est l'étudiant qui va venir avec un besoin, mais ensuite, c'est le réseau sur place qui va essayer de séduire l'étudiant pour qu'il vienne voir ce que c'est que la région. Super intéressant. Donc là, on a pas mal parlé justement du côté online. Oui, l'accompagnement des anciens via les STEM, comme tu viens de le dire. Les anciens sont pas mal associés aussi au forum de recrutement que vous organisez à l'école. Effectivement, donc, oui, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis un bon nombre d'années maintenant. 2 fois par an, que ce soit donc en septembre et en octobre, on accueille sur le campus en temps normal des entreprises. Les dernières fois, on accueillait près de 200 entreprises qui venaient uniquement recruter des étudiants de l'École hôtelière de Lausanne. C'est vraiment un événement qui est réservé et aux étudiants et aux alumni qui peuvent venir participer. Un samedi entier de recrutement, ce qui fait énormément d'échanges. Et on a effectivement beaucoup d'alumni qui sont impliqués à ce niveau-là. En général, on accueille plus ou moins 500 recruteurs. Il faut s'imaginer qu'il y en a un bon tiers qui sont des alumni. Ils ne sont pas forcément tous dans les départements RH, mais quand on leur dit qu'on va partir recruter à l'École hôtelière de Lausanne, souvent il y en a un qui lève la main et qui dit « c'est moi qui vais venir ». C'est moi qui m'en occupe. Vous avez lié justement pour tout ce qui est insertion pro des partenariats, peut-être pas exclusifs, mais en tout cas, comment vous avez tissé un peu votre réseau d'entreprises partenaires dans le monde? Parce que justement, je crois qu'il y a plus d'une centaine, voire 150 nationalités. Il faut bien, entre guillemets, fournir des offres quelque part. Comment les trouver? Alors, c'est la chance du réseau qui est assez fort. On a aussi tout ce côté relations industrie. On va dire qu'à ce niveau-là, on a vraiment un travail de relationship manager. On va dire on est vraiment là pour créer des relations, s'assurer dans la durée que ça va bien. Parfois, la porte d'entrée, ça va être notre département qui va démarcher une entreprise. Dans l'autre sens, ça peut être un étudiant qui commence. Typiquement, je disais qu'on n'est pas qu'une école d'hôtellerie. Maintenant, on a beaucoup dans le domaine du service, que ce soit au niveau bancaire ou autre. Un bon exemple, c'est qu'on avait des entreprises tout à fait locales sur le réseau à Lausanne qui font des services informatiques, qui n'avaient encore jamais pris d'étudiants. On les a approchés parce qu'on avait des demandes d'étudiants qui voulaient faire ce type de job, pour faire des ventes dans ce type d'entreprise. Et au final, maintenant, c'est une entreprise qui prend tous les 6 mois 2 stagiaires de l'école hôtelière. Okay. Donc, on va dire qu'on maintient des bonnes relations avec ces entreprises et puis on leur présente aussi l'avantage d'avoir un étudiant de l'école hôtelière de Lausanne. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête. C'était quelqu'un qui s'appelle Serge Fer, qui travaille dans le domaine du wealth management, donc de tout ce qui est la gestion de fortune, pour une grande banque suisse. Et il nous disait qu'au final, l'avantage d'un étudiant de l'école hôtelière, que ce soit un jeune gradué ou un stagiaire, c'est que je le mets devant un client, il peut se débrouiller. Il aura peut-être encore des choses à apprendre en finance, mais ça, il le fera plus tard. Ok, oui, donc c'est tout ce qui est soft skill, et je crois qu'on y revient un peu après, mais c'est un point important, c'est le savoir-être qui est mis en avant, et c'est vrai que pour tout ce qui est insertion professionnelle, c'est important. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais c'est vrai que on parle école hôtelière de Lausanne, bon, ok, on pense tout de suite hôtellerie, mais je crois que justement, c'est plus réellement que de l'hôtellerie. Je crois que tous les alumni, ou en tout cas les étudiants, partent aussi dans d'autres secteurs. On va dire qu'on a la chance d'avoir comme on pourrait dire, une boîte à outils qu'on reçoit ici à l'école qui est assez transversale. Le côté relations humaines avec les clients est très important en effet. On a plus ou moins 50% de la population, que ce soit étudiante ou alumni, qui va rester dans le monde de l'hôtellerie. Donc, on parle hôtellerie-restauration. On va aller jusqu'aussi aux compagnies aériennes. Mais après, on commence à changer un tout petit peu. On a tout ce qui est les hôpitaux, car au final, un hôpital, c'est jamais qu'un hôtel avec des clients qui restent pour d'autres raisons. Mais ensuite, on a tout ce qui est le domaine du luxe, le domaine bancaire, le domaine du real estate. On a vraiment un réseau qui s'est étendu de par des préférences, de par aussi des opportunités qui se sont créées. Et c'est aussi là en fait, qu'on utilise énormément le réseau pour recontacter ces personnes qui ont des positions intéressantes, leur rappeler que l'école existe. Et c'est là qu'ils sont tout à fait prêts en fait, à relancer la machine et à engager effectivement des stagiaires. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un domaine supplémentaire à chaque fois. On va dire qu'aujourd'hui, l'école hôtelière, c'est plus c'est pas seulement l'hôtellerie, ce serait plutôt l'industrie du service au sens large. Voilà. Ok, oui, donc beaucoup plus large. Il y a une très bonne question qui est posée par Nelly Ravillard qui dit: comment avez-vous créé des passerelles entre le service relations entreprises, donc pour vous, industry relation, et le département alumni? Est-ce que c'est justement finalement un seul et unique service maintenant il n'y a plus de séparation, ou est-ce que c'est encore 2 services bien séparés qui communiquent bien sûr, mais comment vous avez structuré ça? Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, et surtout comment faire en sorte de ne pas
je dirais, entre guillemets, se marcher sur les pieds parce que les contacts des relations industrielles ou entreprises sont peut-être les mêmes que sur la partie alumni. Comment on fait pour éviter de sursolliciter potentiellement des ambassadeurs ou des personnes qui sont dans d'autres entreprises? Comment vous avez structuré ça au sein de l'UHL? Alors, on a une équipe de 7 personnes chez nous. On a la chance d'avoir pris aussi une stagiaire de l'école hôtelière, ce qui nous permet aussi de Ok. faire un pont avec les étudiants. On en parlait que c'est très important au début. On a une partie donc, de l'équipe on est tous alumni, donc on est 4 sur 7 à être alumni, ce qui fait qu'on a vraiment ce côté, on aura à la fois les relations industrie et les étudiants. 2 personnes qui s'occupent vraiment par contre que des relations industrie ce coup-ci. Ok. Et c'est là en fait qu'on fait ce petit gap pour nous. De façon très technique, en fait, on gère 2 bases de données différentes, même si les personnes peuvent être d'un côté et de l'autre. On les contacte pour une certaine raison avec, on va dire, le côté relations industrie et pour d'autres raisons avec le côté alumni. Ok. Donc, il y a d'un côté un CRM indirectement qui est mis en place et de l'autre côté, justement, la partie Alumforce qui est pour tout ce qui est networking, mise à jour des données. C'est prévu de communiquer. Normalement, ça communique en tout cas entre les deux outils Ça pour la communique mise à pas jour. encore, mais c'est prévu. Ouais, ok. Ça fait une bonne liaison. Là, on a parlé un peu de la structuration, des différents éléments qui sont mis en place, que ce soit online ou offline. Mais OK, l'évolution et le suivi de carrière, mais surtout, quel outil et bonne pratique on pourrait mettre en place. Nous, en tout cas, position Alumforce, le premier outil, c'est clairement, et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu disais au départ, c'est un vrai Career Center, mais un point important, le Career Center, il ne faut pas qu'il se cantonne uniquement à un job board. On a souvent cette vision de Career Center, OK, c'est un job board qui va me fournir des offres de stage et des offres d'emploi. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas ce que les étudiants attendent quand on discute un peu avec eux ou ce n'est pas ce qu'un alumni attend. C'est beaucoup plus large et c'est tout ce qui gravite autour de l'insertion et de l'aide à l'insertion professionnelle de ces jeunes. Donc, on peut citer notamment tout ce qui est bien sûr contenu, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est forum entreprise, que ce soit virtuel ou physique, mais également tout ce qui est mentoring. C'est vrai que là, c'est quelque chose qui est en pleine dynamique actuellement. Et c'est un point très important, c'est-à-dire qu'un Career Center, en tout cas dans la communication à avoir auprès de ses étudiants et auprès des alumni, quand on positionne l'outil ou la solution comme un Career Center, ce n'est pas que des offres. Et je profite justement de ce webinaire. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent déjà Alumforce, d'autres qui n'utilisent pas Alumforce, mais je profite de ce webinaire pour justement annoncer un partenariat exclusif qu'on a fait, qu'on a officialisé avec Welcome to the Jungle. Nous, dans notre souhait, dans notre ADN, ça a toujours été de continuer à fournir du contenu et des informations pertinentes et qualifiées pour l'insertion et l'accompagnement de carrière des alumni et des étudiants. Et donc, c'est très naturellement qu'on a fait ce partenariat avec Welcome to the Jungle. Et donc, j'ai le plaisir d'annoncer à tous les réseaux et tous ceux qui utiliseraient Alumforce ou qui souhaitent utiliser Alumforce qu'on mettra à disposition directement dans les plateformes, si bien sûr vous le souhaitez, toutes les offres d'emploi, offres de stage, mais également toutes les actualités autour de l'insertion professionnelle et du monde professionnel, mais également tout ce qui est fiches entreprises qualifiées. C'est un point très important parce que les fiches entreprises, c'est votre ADN, c'est votre cœur. On entend souvent relations entreprises, industry relation. Là, l'idée, c'est qu'on apporte directement les fiches au sein de vos plateformes. De côté, justement, côté EHL, est-ce que vous disposez d'un Career Center de ce type-là? Alors oui, on va dire qu'on a un côté Career Center, c'est ce qu'on a plutôt côté étudiant, on va dire. Par contre, au niveau alumni, c'est vrai qu'il y a des passerelles qui existent. On a mis en place effectivement un programme de mentoring qui, pour l'instant, s'occupe étudiants vers les alumni. On va développer, grâce à la solution Alumforce aussi, bientôt une version de mentoring alumni pour alumni. On va dire que c'est une question de volume pour nous. Ce qu'on fait aujourd'hui avec les étudiants, c'est quelque chose de très, on va dire, tailor-made. C'est vraiment quelque chose, c'est du one-to-one. On a des petits volumes. On a senti une très grande demande de la part de notre réseau pour avoir du soutien de mentoring. Ce n'est pas, je pense, seulement une question de… Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un effet de mode comme on en parlait la dernière fois. C'est vraiment quelque chose qui s'ancre et qui fait partie en fait, d'un apprentissage au long de la vie. Et c'est quelque chose qu'on va sortir. Et puis, en fait, je parle d'apprentissage tout au long de la vie, c'est vraiment ce côté de formation continue, de choses qu'on va pouvoir prendre tout au long de sa vie. Ça, c'est pour nous la prochaine étape, en tout cas, de notre version de département de carrière, de gestion de carrière, c'est de pouvoir permettre une formation continue, en fait, tout au long de sa vie. Et même une fois qu'on est retraité, on en parlait tout à l'heure, mais oui. Pour nous, ça va jusqu'au-delà, en fait, au-delà de la retraite chez nous. C'est vrai qu'au final, un retraité, il peut se dire, OK, j'ai un peu de recul sur ma vie professionnelle, je vais peut-être pouvoir redonner à l'école ou même tout simplement animer, pourquoi pas, un groupe ou un STAM chez vous.
Et justement, comment ça s'intègre avec EHL Connect, qui est donc la plateforme déployée actuellement? Comment ça s'intègre, tout ce qui gravite autour de cette dynamique? Alors, on a tout ce côté, on va dire, qui est très interaction entre personnes, qui est notre, on va dire, qui est un souci plutôt de networking assez léger. On va bientôt lancer ce qu'on va appeler des groupes d'intérêt pour Ok. lancer un networking plus professionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Grâce à ces groupes, en fait, on va pouvoir créer des synergies entre des personnes qui sont peut-être très, très loin géographiquement. Ouais. C'est très intéressant. On a pu faire une première conférence en ligne début juin chez nous, sur 3 jours. Le but, justement, c'était d'apporter du contenu. On a eu un très bon retour de notre population. On a plus de 900 personnes qui sont inscrites. On a vu qu'il y a une demande, justement, pour sortir de seulement le côté networking et avoir du contenu qui commence à rentrer de façon plus proactive. Pour ça, on va donc créer vraiment des groupes d'intérêt. Chez nous, les groupes d'intérêt, ça ne va pas être seulement sur l'hôtellerie. Les premiers qu'on nous a demandé, typiquement, ça va être dans l'horlogerie. Ça va être dans le domaine aussi du développement immobilier. C'est des domaines qui sont très présents à l'école hôtelière de Lausanne parmi nos alumni, mais qui ne sont pas des domaines qu'on imagine tout de suite. Ok, donc tout autour de tout ce qui est un peu thématique sur les grandes thématiques. Comment tu arrives à justement identifier ces ambassadeurs parce qu'il faut animer ces groupes. C'est bien de les lancer, mais après, justement, comment tu arrives à impulser un peu cette dynamique et comment tu arrives à axer un peu le pilotage? Parce on parle beaucoup justement de networking. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont proposés? J'en sais rien, peut-être CVTech ou autres éléments qui sont proposés au sein de ces groupes ou comment tu arrives un peu à piloter tout ça? Alors aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir beaucoup d'alumni qui sont bénévoles et qui veulent donner de leur temps. C'est une chance qu'on a et je pense que c'est quelque chose qui se crée dès les études. On a la chance d'avoir un peu plus de 30 comités donc, à l'école hôtelière, ce qui fait qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont l'habitude déjà, pendant leurs études, en fait, de créer ce type de comité, de les animer, de les piloter. Et en fait, c'est une suite assez naturelle pour eux de continuer à faire ce genre de choses-là une fois qu'ils sont alumni. Typiquement, des choses toutes bêtes, mais on a un comité rugby et on a donc un club de rugby qui existe au niveau des alumni. Ça va faire plus de 20 ans maintenant qu'ils font des challenges chaque année où on a une rencontre étudiants-alumni. Et en fait, on se repose beaucoup sur ces personnes-là qui, durant leurs études, ont créé des clubs, les ont pérennisés pour en fait les récupérer et les faire en sorte qu'ils deviennent animateurs de leur club une fois qu'ils deviennent alumni. Et au final, ce sont les alumni qui gagnent ou les étudiants qui gagnent au rugby? On va dire que ça va dépendre de ce qui s'est passé la veille. Une bonne réponse suisse. Il y a une question justement c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a pas mal de recul par rapport à l'ancienneté, à la fois historiquement de l'association, mais également de l'école. Est-ce qu'il y a une différence dans l'utilisation du réseau alumni au sens large, dans l'expérience professionnelle, par rapport aux différents âges, aux tranches d'âge? Est-ce que toi, tu ressens plus ou moins d'appétence en fonction des âges? Est-ce que tu sens justement on va dire des courbes d'utilisation, on va dire, du réseau? On ne va pas forcément parler d'âge, on va plutôt parler de période de vie, je pense. Ouais. On le remarque bien, on va dire qu'en début de carrière, il y a une demande qui existe. Ça permet en fait parfois d'aller un peu plus vite dans sa carrière, de sauter des étapes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes. Après, tout d'un coup, on grandit tellement vite, on va tellement vite qu'on n'a plus le temps de faire autre chose. Et donc là, on perd régulièrement quelques alumni. Les enfants arrivent en même temps et c'est là qu'on va dire qu'on a cette période, je pense, assez commune à pas beaucoup de personnes. On a 5-10 ans de blackout, on va dire ça comme ça. Hein. Et tout d'un coup, on se dit, ça y est, j'ai un peu plus de temps, je reviens. On a aussi tout ce qui est les périodes de transition professionnelle. Comme je disais, on a des skills qui permettent d'aller d'une industrie à l'autre. Ce n'est pas non plus facile en fait, de changer d'industrie. Et c'est là que le réseau est très utile en fait, pour reprendre contact avec des personnes qui sont dans l'industrie où je veux aller, comparé à celle où je suis aujourd'hui. Et c'est là en fait, que les gens reviennent de nouveau. Donc, c'est vraiment plutôt une question, pour moi, de période et de transition qui fait qu'on est plus ou moins loin du réseau. Pour faire le parallèle avec ce que tu dis, nous, on a pu l'observer avec même ne serait-ce que des statistiques très concrètes par rapport à l'utilisation. Donc, on a un recul, c'est à peu près entre 5 et 6 millions d'utilisateurs qui gravitent, entre guillemets, qui utilisent la solution Alumforce. Et c'est vrai qu'on voit justement un peu ces étapes de vie, ces grandes étapes de vie, et l'utilisation, que ce soit online ou même offline, que ce soit la participation à des événements. On a toute la construction de carrière, c'est pour ça que les étudiants, dès la première année, voire la première semaine, c'est primordial.
où là, on va dire que l'intérêt est crescendo jusqu'à presque sa diplomation ou un tout petit peu après s'il n'a pas encore trouvé son premier job. Donc, on a vraiment une courbe exponentielle et très forte. Après, nous, on voit vraiment une rupture à partir de 35 ans. Pour le coup, entre 35 et on va dire 45 ans, on a ce fameux presque petit blackout, sauf sur certaines personnes qui va aller encore plus loin, qui poussent. Donc, ça va jusqu'à, on va dire, 45 ans. Et après, soit le repositionnement professionnel ou la reconversion professionnelle arrive souvent à ce moment-là. On se pose, on regarde derrière nous, OK, on a en effet les enfants potentiellement, on est bien stabilisé. OK, où j'en suis? Est-ce que je dois recruter? Si je recrute, je vais peut-être me retourner vers mon école parce que j'ai envie je suis fier d'avoir fait cette école et j'ai envie de recruter au sein de l'école. Donc, aller rechercher des stagiaires, des alternants, même les premiers emplois. Et également aussi, on se rend compte que vers ces âges-là, ou cette période de vie, on a des personnes qui se mettent finalement à l'écoute du marché. Ils ne sont pas réellement acteurs dans la démarche d'aller chercher un job, mais ils mettent, si jamais j'ai une bonne opportunité, pourquoi pas. Et souvent, ils vont le mettre principalement dans les réseaux alumni, mais pas sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, pour peu qu'il y ait le boss ou autre qui traîne sur LinkedIn, c'est toujours un peu délicat de poser là. Après, on a à nouveau en fait une utilisation assez forte. Ça revient vers le coup de 55-60 ans. Tu parlais des retraités, on arrive bientôt, proche de la retraite. Il y a en fait de plus en plus de mentors qui apparaissent lorsque la plateforme mentoring est mise en place, mais également aussi de plus en plus d'animateurs de groupes. Alors pour vous, les STAM, mais c'est vrai que ce sont souvent des personnes qui se disent, bon, j'ai un petit peu plus de temps, j'ai envie de continuer un peu mon networking. Je sais que je vais au fur et à mesure perdre mon networking que j'avais de manière professionnelle parce que je vais sortir du giron parcours professionnel. Et donc là, je continue à faire un peu mon networking. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, nous, on a pu le voir et c'est une vraie corrélation. Est-ce qu'il y a d'autres services, justement, côté EHL, que tu proposes dans le suivi et l'évolution de la carrière professionnelle? On a entendu un peu les formations, du lifelong learning. Comment tu fonctionnes et surtout comment tu t'appuies sur le réseau alumni pour pousser ces offres? Alors, on va dire qu'on a la chance, comme je disais, d'être un département de l'école. C'est aussi pour ça qu'on a ces synergies qui font que ce que l'école développe, on va pouvoir l'offrir aussi au réseau des anciens. Nous, aujourd'hui, c'est beaucoup de… on est là pour servir. On est dans l'industrie du service. Et donc, on est vraiment ici pour recevoir en fait, les demandes de nos anciens. Ça arrive qu'au bout de 5, 6, 7 fois la même demande, on se dit il y a peut-être quelque chose à aller créer ici. Et c'est comme ça qu'on va réfléchir à de nouveaux services. Typiquement, cette conférence en ligne, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de contenu de la part de nos anciens qui était récurrente et qu'on n'arrivait pas encore à fournir, qu'on n'avait encore jamais fourni de façon virtuelle et en présentiel non plus. Et c'est là qu'on a créé ce genre de choses-là. C'est bien reçu, c'est quelque chose qu'on va pouvoir pérenniser maintenant de façon physique dans l'année prochaine. Donc là, maintenant, tu commences à proposer carrément presque des programmes de formation en ligne ou via le réseau alumni. Tu le marketes via le réseau alumni ou via la communauté? Exactement. Ça, c'est les prochaines choses qui vont arriver. On est encore en développement à ce niveau-là. Okay. Mais le but, justement, c'est de pouvoir faire de la formation continue. Mais on ne veut pas faire non plus une formation lourde, c'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément diplômant, ce ne sera pas forcément certifiant. C'est plutôt de pouvoir, on va dire, avoir des petits cours de rafraîchissement pour se dire, en fait, qu'est-ce qui a changé, où est-ce qu'on en est. Ça fait peut-être 20 ans que je fais la même chose. Peut-être que les choses ont certainement évolué. Parfois, on se tient toujours au courant. Il y a d'autres moments où on sera beaucoup moins au courant de ce qui s'est passé. Et ça peut être tout simplement le but de se remettre dans cette dynamique d'apprentissage. Et puis, ça repousse à l'innovation, mine de rien. En fait. Oui, c'est le petit côté coup de pouce au bon moment. Tiens, il y a un contenu qui est pertinent pour moi. OK. Et justement, au niveau tu parlais des soft skills. Est-ce qu'il y a un axe sur lesquels vous voulez appuyer? Tu parlais d'être au service et surtout de proposer des personnes qui soient à l'aise dans n'importe quel secteur. Est-ce que vous avez justement, au niveau de l'accompagnement carrière, des ateliers que vous organisez pour que les gens se rendent compte qu'ils ont tel ou tel soft skill? Pas du tout. Okay. Alors, en fait, non, je pense que ça fait vraiment partie du processus d'apprentissage qu'on a ici à l'école. On a un processus dual où on a beaucoup de services et beaucoup de pratiques à l'école. Le fait qu'on ait 2 stages déjà sur 4 ans fait qu'on apprend pas mal de choses. On a aussi cette chance d'avoir un campus et puis un réseau complètement international. Il faut s'imaginer qu'on est constamment tous les jours avec des personnes qui viennent de 120, 130 nationalités différentes. On ne parle jamais la même langue, c'est aussi des façons de s'adapter.
Le fait qu'on travaille en groupe, ça fait qu'on apprend d'autres personnes, de personnes qui ont des backgrounds très différents. Et c'est là que ces soft skills, on va dire, se créent grâce à toutes ces différences culturelles qui font qu'on arrive à mieux se comprendre les uns les autres. Et est-ce que justement, sur des réseaux, tu as un peu de recul, tu vois un peu comment ça s'est structuré au sein du département. Est-ce que tu as des conseils à donner sur une école qui se dit OK, je vais finalement peut-être avoir mon réseau alumni qui est en liaison concrète avec les relations entreprises. Est-ce que tu as des petits conseils, des petits tips à donner à nos réseaux? Il ne faut pas hésiter à trouver des champions, on va dire. C'est-à-dire qu'on aura forcément dans le réseau qu'on connaît déjà des personnes qui sont des vrais ambassadeurs de l'école et de son réseau, des personnes qui prennent régulièrement des stagiaires, qui prennent régulièrement des jeunes diplômés, et que ce soit dans un domaine qu'on connaît bien ou dans un domaine qu'on connaît moins bien. Et c'est ces personnes-là qu'il va falloir un petit peu utiliser comme fer de lance pour montrer en fait aux autres entreprises ce qui est possible de faire et puis les outcomes. C'est là aussi que c'est assez intéressant, ces portes d'entrée qu'on a. On a aussi autre chose à l'école hôtelière, c'est qu'en dernier semestre, on a ce qu'on appelle un projet étudiant-entreprise. On se retrouve à 6 étudiants à faire un projet de consulting pour une entreprise. C'est aussi des jolies portes d'entrée pour nous. C'est aussi comme ça qu'on trouve de nouvelles entreprises qui viennent et qui se rendent compte au final qu'un étudiant de l'école hôtelière peut faire des choses qu'ils n'imaginaient pas. C'est comme ça aussi qu'on rentre dans les entreprises et c'est là qu'on continue à les faire venir et rester. Il y a une autre question qui est posée. Comment gérez-vous les relations avec les centres de carrière? À quel stade prenez-vous le relais dans le suivi des étudiants? Et comment gérez-vous la transition? Bon, j'ai presque un peu la réponse, mais je te laisse répondre. Je dirais que là, il y a quelque chose où on peut améliorer. Aujourd'hui, nous, on est là, on va dire, notre département récupère et on va dire, on recrute les entreprises qui vont venir pour mettre des offres d'emploi. Ensuite, on a le côté carrière qui s'occupe vraiment de la gestion opérationnelle, administrative du stage de l'étudiant. Okay. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, et là, on pourrait peut-être aller plus loin, en fait, c'est qu'on ait une sorte de suivi pour avoir un peu plus de feedback de l'entreprise. S'assurer en fait qu'on ait un bon fit entre l'étudiant et l'entreprise et ce qui leur est demandé. Et c'est là où aujourd'hui, il y a une zone assez grise entre le Career Center et le côté relations industrie. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Ok, c'est vrai que de temps en temps, les gens le voient comme en mode un peu frontal et d'autres se disent, non, en fait, il doit y avoir des synergies. Après, c'est vrai que trouver la bonne mesure et surtout trouver, je pense, la bonne communication, parce qu'en fait, au final, l'outil est là, mais c'est qu'une communication pour faire en sorte que l'étudiant très rapidement identifie, OK, il faut y aller à cet endroit-là. Pour cette problématique-là, il faut que j'aille voir tel ou tel département. On continue d'ailleurs l'ordre chronologique, mais et justement, une fois qu'ils ont terminé donc le HL, comment vous faites le suivi d'insertion des jeunes diplômés notamment? Alors, on faisait à l'époque un survey un an après la graduation. Okay. Aujourd'hui, on a décidé d'être un peu plus précis. On fait vraiment une recherche, on prend chaque diplômé, on va regarder sur LinkedIn où est-ce qu'ils en sont dans leur vie professionnelle. Donc, il y a tous ceux qui continuent les études après leur bachelor, parce qu'on a essentiellement des programmes de bachelor, donc il y a quand même pas mal de master. Ensuite, on a la chance d'être quand même à près de 90% d'étudiants qui ont un job ou une activité après un an. Et ce qu'on fait surtout, c'est qu'on va vers les étudiants qui n'ont rien après un an pour leur demander s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de soutien. Parfois, ils sont entre deux jobs et c'est là aussi qu'on peut les aider. On les repousse vers les réseaux locaux, les endroits où ils veulent partir ou des endroits où ils sont. Et c'est là, en fait, qu'on réactive ce réseau. Ok. Donc, le suivi va plutôt se porter sur ceux qui auraient eu du mal à trouver quelque chose ou ceux qui sont en train de changer. Ok. Et donc, c'est là où justement la plateforme Alumforce peut être un soutien pour identifier ces personnes un peu perdues. Soit ils le disent ouvertement parce qu'on en a de plus en plus qui mettent « Ok, là, je suis en recherche active, aidez-moi ». Donc, c'est vrai que c'est là où ça devient intéressant. Utiliser, et d'ailleurs, tu le disais, Sébastien, la CVTech Candidat, c'est un moyen extrêmement puissant d'identifier qui sont les personnes que vous pouvez accompagner réellement au niveau de la partie carrière. Parce que quelqu'un qui a dit qu'il est en recherche active ou à l'écoute du marché, en toute logique, si vous lui proposez une offre de service pour l'accompagner, que ce soit du coaching, du mentoring, des jobs ou autre, ou de la mise en avant ou d'autres services qui sont proposés, en général, ils sont plutôt volontaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on arrive en tout cas autour du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, notamment au niveau des personnes qui ont suivi le webinaire? Je regarde, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions.
S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que pour résumer, dans ce cas, je vais faire un petit résumé et Sébastien, tu pourras me compléter. Pour en tout cas devenir un acteur central dans la carrière de vos membres, si je devais résumer ça par plusieurs points, le premier, c'est disposer d'un outil unique avec justement les étudiants et les alumni et pas de les séparer sur deux outils. C'est très pratico-pratique, mais c'est vrai qu'un étudiant qui, quand il quitte l'établissement, doit réactiver un compte, c'est toujours un peu compliqué. Qui communique avec potentiellement, si besoin, un CRM pour aider justement toute la partie relations entreprise, suivi plus, on va dire, financier de la relation ou les échanges qu'il y a. Également, tout ce qui est autour de la partie physique, il faut que les gens se rencontrent. Donc, on parlait des forums entreprises, que ce soit physique, ça c'est un point important, mais également aussi hybride. Maintenant, on va avoir, je pense, des modèles hybrides. Donc là, c'est pour ça que nous, on a déjà anticipé, en tout cas en tant qu'Alumforce, c'est de proposer une solution hybride pour les forums entreprises, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il va y avoir aussi, je pense, l'accompagnement via le mentoring. Je pense qu'à mon avis, Sébastien, on te réinvitera d'ici 6 mois, 8 mois, une fois que tu auras peut-être un peu de recul par rapport à tout ce qui est alumni versus alumni, en tout cas, et pas du étudiant alumni qui est, je dirais, un peu plus classique pour le mentoring. Et aussi, et ça, je pense que j'insiste dessus, trouver des animateurs et n'hésitez pas à solliciter vos ambassadeurs pour qu'ils soient des vrais animateurs de communauté. Il ne faut pas avoir peur de les solliciter à partir du moment où vous leur donnez les outils pour, que ce soit des guides de bonne pratique, que ce soit des actualités précablées, des templates. Faut les accompagner, mais en général, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Est-ce que j'ai oublié des points? Je vais peut-être rajouter quelque chose justement sur les ambassadeurs. Je pense qu'il y a deux choses à voir. C'est que c'est important effectivement de les identifier, mais aussi il ne faut pas les laisser seuls. Nous, on a mis en place des comités avec ces personnes-là. On essaie de faire en sorte qu'ils soient toujours au moins 2 ou 3 parce qu'on a tous un moment où on sera trop préoccupé ou trop occupé pour prendre soin de son groupe. Donc, c'est important de ne pas être seul là-dessus et d'avoir du support local. Local quand on parle d'un STAN régional. Et puis, je pense au niveau des industries quand on va parler des groupes d'intérêt. OK. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, pour information, le webinaire sera mis à disposition en replay sur YouTube dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous faire toute remarque via le questionnaire que vous allez recevoir dans les quelques minutes qui suivent. Ce questionnaire de satisfaction est important pour nous. Ça nous permet justement de réajuster et de trouver, de réajuster le format, potentiellement de trouver d'autres sujets aussi. Donc, je vous invite à tous répondre à ce questionnaire qui nous aidera beaucoup. Merci encore une fois à Sébastien d'avoir représenté l'EHL, de nous avoir partagé toutes tes bonnes pratiques. Et puis, je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée et surtout au prochain webinaire qui devrait se dérouler courant juillet. Vous allez recevoir bientôt une invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.